Mes plus belles années ont été gâchées dans cette relation, m'a-t-elle dit. J'ai tout coupé avant de faire mes valises pour aller chez lui et de déménager à l'autre bout du pays. Elle est apparue à ma fête de mariage en suppliant pour une autre chance. Je suis entré dans notre appartement de Boston jeudi soir, tirant ma valise cabine derrière moi et m'attendant à surprendre Rachel avec mon retour anticipé de la conférence de Chicago. Le sommet sur la gestion de projet s'était terminé un jour plus tôt que prévu, et j'avais réussi à prendre un vol plus tôt pour la maison, pensant que nous pourrions passer la soirée ensemble avant que l'agitation du week-end ne commence. Je m'étais même arrêté à cette boulangerie de Newberry Street qu'elle aimait pour prendre ses macarons chers dont elle parlait toujours mais qu'elle ne s'achetait jamais, imaginant son visage quand je franchirais la porte avec sa saveur préférée de miel à la lavande. Au lieu de cela, je l'ai trouvé pliant méthodiquement des vêtements de marque dans son ensemble de bagages en cuir assorti, celui que ses parents lui avaient acheté pour sa remise de diplôme il y a 3 ans et qu'elle n'utilisait que pour des voyages importants comme rendre visite à sa sœur à New York ou ses retraites de travail dans le Vermont. La scène m'a glacé sur place dans l'embrasure de notre chambre. Les macarons oubliés dans ma main gauche pendant que mon cerveau luttait pour comprendre ce que je voyais. Elle a levé les yeux d'un chemisier en soie qu'elle enveloppait dans du papier de soie. Son expression passant de la concentration à quelque chose qui ressemblait presque à de la culpabilité, puis se durcissant pour devenir ce masque déterminé dont j'avais appris en 7 ans qu'il signifiait qu'elle avait déjà pris sa décision sur quelque chose et qu'aucune discussion ne la ferait changer d'avis. Je connaissais Rachel assez bien pour reconnaître quand elle se préparait à annoncer une nouvelle qui allait tout changer, mais je n'étais toujours pas préparé à ce qui allait suivre. Elle m'a dit qu'elle partait, non pas seulement pour le week-end ou un voyage de travail, mais de façon permanente, et qu'elle voyait quelqu'un d'autre depuis près de 6 mois, alors que j'étais complètement inconscient des signes. Trevor travaillait chez un concessionnaire de voitures de luxe en ville, gérant les ventes haut de gamme à l'élite fortunée de Boston, et ils s'étaient rencontrés lors d'un gala de charité en mars que j'avais manqué à cause d'une échéance de travail critique pour la présentation d'un client qui avait semblé importante à l'époque. Elle a expliqué cela avec le détachement clinique de quelqu'un discutant des résultats trimestriels, pliant chaque vêtement avec des mouvements précis tout en m'informant que toute notre relation avait été une erreur qu'elle était enfin prête à corriger après des années à se contenter de moins que ce qu'elle méritait. Les mots semblaient surréalistes, comme regarder la vie de quelqu'un d'autre imploser dans un film dans lequel j'étais entré par erreur en cherchant la mauvaise salle de cinéma. Je suis resté là à traiter l'information pendant qu'elle continuait à faire ses valises, ses mouvements efficaces et rodés comme si elle avait répété ce moment dans sa tête d'innombrables fois pendant ces soirées où je pensais qu'elle était juste fatiguée du travail. Quand j'ai finalement trouvé ma voix pour lui demander pourquoi, elle a fait une pause dans ses bagages et m'a regardé avec quelque chose qui aurait pu être de la pitié mêlée à la frustration de devoir expliquer quelque chose qu'elle considérait comme évident. Elle m'a dit qu'elle se sentait piégée dans notre routine prévisible, que chaque vendredi soir passé à jouer à des jeux de société ou à regarder des films à la maison lui donnait l'impression de gâcher les plus belles années de sa vie avec quelqu'un qui n'allait nulle part alors que ses amis menaient de vraies vies. La critique venait par doses soigneusement mesurées, chaque observation conçue pour blesser profondément tout en maintenant son sang-froid et sa supériorité. Elle a mentionné à quel point c'était embarrassant quand ses amis parlaient de week-ends spontanés à Martha's Vineyard ou de dîners improvisés dans des restaurants exclusifs. Alors qu'elle devait expliquer que nous préférions économiser de l'argent pour des choses plus pratiques comme notre fonds d'urgence ou nos cotisations de retraite. Trevor comprenait apparemment l'importance de vivre l'instant présent et de considérer les week-ends comme des opportunités d'aventure plutôt que comme des obligations à gérer de manière responsable par quelqu'un qui manquait de vision et de spontanéité. Elle l'a décrit comme ambitieux et réussi, quelqu'un qui conduisait une BMW et portait des montres chères contrairement à moi avec ma Honda Civic pratique et mon habitude de vérifier les critiques de restaurants avant de faire des réservations. J'ai écouté sa destruction méthodique de tout ce que je pensais que nous avions construit ensemble. Chaque mot confirmant que la femme que j'avais prévu de demander en mariage le mois prochain était déjà passée à autre chose il y a des mois, me laissant rattraper une réalité dont j'étais complètement inconscient en pensant que nous construisions quelque chose de durable. La bague de fiançailles que j'avais achetée il y a 6 semaines était cachée dans mon tiroir à chaussettes, un symbole d'un avenir qui n'avait apparemment jamais existé sauf dans mon imagination. Alors qu'elle continuait à faire ses valises, j'ai réalisé que pendant que je cherchais des restaurants pour un dîner de demande en mariage parfait et que je planifiais notre vie ensemble, elle m'avait comparé défavorablement à quelqu'un qui représentait tout ce que je n'étais pas et que je ne pourrais apparemment jamais être. Rachel a poursuivi sa critique dévastatrice avec la précision systématique de quelqu'un qui avait répété ses plaintes pendant des mois, expliquant à quel point elle se sentait gênée lorsque ses amis discutaient des cadeaux coûteux de leurs petits amis et de leurs histoires de vacances exotiques alors qu'elle devait mentionner notre style de vie soucieux du budget et nos traditions de jeux de société du vendredi soir qui semblaient maintenant pathétiques en comparaison.
Elle m'a parlé de conversations au travail où ses collègues partageaient des photos de week-end dans les hantons ou de voyages spontanés dans des régions viticoles alors qu'elle devait expliquer que nous préférions rester à la maison pour économiser de l'argent pour des objectifs pratiques comme des acomptes et des fonds de retraite qui semblaient soudainement ennuyeux et étroits d'esprit. La façon dont elle a décrit notre relation la faisait ressembler à un arrangement commercial entre deux personnes qui s'étaient contentées de la commodité plutôt que de la passion, réduisant 7 ans de ce que je pensais être un véritable partenariat à une série de compromis qui avaient lentement vidé la vie de ses rêves et de ses ambitions. Elle a révélé que Trevor représentait tout ce que je n'étais pas, assez riche pour être spontané sans vérifier les soldes des comptes bancaires, assez aventureux pour suggérer des virées nocturnes pour voir le lever du soleil sur l'océan sans s'inquiéter d'être fatigué pour le travail le lendemain, assez connecté socialement pour obtenir des réservations dans des restaurants dont je n'avais même jamais entendu parler et assez confiant pour vivre sans planifier constamment chaque détail de l'avenir comme quelqu'un qui a peur de prendre des risques. Rachel l'a dépeint comme quelqu'un qui comprenait que la vie était faite pour être vécue plutôt que gérée. Quelqu'un qui pourrait lui donner l'excitation et le statut qui lui manquait pendant nos années de ce qu'elle appelait maintenant une planification de banlieue médiocre qu'il avait transformé en quelqu'un qu'elle ne reconnaissait ni ne respectait. Elle a décrit le sentiment de vieillir prématurément, de devenir le genre de personne qui choisissait des chaussures pratiques plutôt que des chaussures élégantes et discutait des taux hypothécaires au lieu de rêves, piégée dans une relation qui privilégiait la sécurité à l'aventure et la responsabilité à la passion. Quand j'ai désespérément suggéré que nous pourrions essayer une thérapie de couple pour résoudre les problèmes que nous avions, pensant qu'une aide professionnelle pourrait combler le fossé entre ce que nous avions et ce dont elle avait apparemment besoin, elle a en fait ri, un son amer qui m'a fait sentir naïf de penser que nos problèmes pourraient être résolus par la conversation et le compromis plutôt que par des changements de vie fondamentaux. Elle m'a dit que certaines relations ne pouvaient tout simplement pas être sauvées en parlant parce que le problème fondamental n'était pas la communication mais l'incompatibilité, expliquant qu'aucune thérapie ne pourrait me transformer en le genre d'homme qui pourrait lui donner la vie qu'elle avait réalisée qu'elle voulait et méritait après avoir vu ce qui était possible avec quelqu'un comme Trevor. La finalité dans sa voix a clairement montré que ce n'était pas une décision impulsive prise sous le coup de la colère ou d'une frustration temporaire, mais une conclusion calculée à laquelle elle était parvenue après des mois à comparer notre vie aux possibilités que Trevor lui avait montré exister au-delà des murs de notre appartement. Alors qu'elle fermait sa valise avec des mouvements décisifs qui suggéraient qu'elle se préparait mentalement à ce départ depuis des semaines, j'ai entendu le bruit d'une voiture qui se garait sur le parking de notre complexe d'appartements, et elle a jeté un coup d'œil vers la fenêtre avec une expression qui mêlait soulagement et quelque chose qui aurait pu être de la culpabilité quant au timing de son évasion parfaitement orchestrée. Par la fenêtre de notre chambre, j'ai vu un SUV de luxe noir se garer sur la place des visiteurs. Et j'ai su, sans qu'on me le dise, que Trevor était arrivé pour récupérer Rachel et l'aider à faire la transition vers la nouvelle vie qu'elle avait planifiée dans mon dos, alors que j'étais complètement inconscient de son insatisfaction croissante envers tout ce que nous avions construit ensemble en 7 ans. Le voir sortir de ce véhicule coûteux, grand et confiant d'une manière qui me faisait sentir inadéquat même de 3 étages plus haut, a confirmé chaque critique qu'elle avait faite sur mes limites et a fait comprendre la réalité que j'avais concouru dans un jeu où je n'avais jamais eu la moindre chance de gagner parce que je ne savais même pas que je jouais. Je suis resté là à regarder tout mon avenir se dissoudre alors que Rachel attrapait ses sacs et se dirigeait vers la porte sans se retourner, me laissant seul dans un appartement qui semblait soudainement énorme et vide, rempli de souvenirs d'une relation qui était apparemment terminée bien avant que je ne réalise qu'elle touchait à sa fin. J'ai passé la semaine suivante à démanteler systématiquement la vie que Rachel et moi avions construite ensemble, abordant la tâche avec la même précision méthodique que j'utilisais pour la gestion de projets au travail, la traitant comme un problème complexe qui nécessitait des solutions logiques plutôt qu'un traitement émotionnel. J'ai contacté notre propriétaire pour discuter de la résiliation anticipée de notre bail, expliquant la situation en termes professionnels qui évitaient les détails désordonnés de la trahison et de l'abandon, et j'ai été soulagé quand il a accepté de me libérer du contrat avec seulement 1 mois de pénalité qui semblait un petit prix à payer pour une évasion nette des souvenirs ancrés dans chaque coin de notre espace partagé. J'ai emballé mes affaires avec une efficacité militaire, séparant mes possessions des meubles que nous avions achetés ensemble et des objets décoratifs qui étaient en quelque sorte devenus des symboles d'un avenir qui n'existait plus, donnant la plupart des objets partagés à des œuvres de charité plutôt que de me battre pour savoir qui méritait quoi de notre partenariat dissous. Mon colocataire d'université, Mitchell, m'a offert sa chambre d'amis à Cambridge pendant que je réfléchissais à mes prochaines étapes, et rester avec lui me donnait l'impression de remonter le temps à une période plus simple où ma plus grande préoccupation était de trouver un emploi décent plutôt que de reconstruire toute ma conception de l'amour et de la confiance. J'ai bloqué Rachel sur toutes les plateformes de médias sociaux et j'ai changé mon numéro de téléphone,
refusant de répondre à ses tentatives de me contacter par le biais d'amis communs qui semblaient penser que je devrais être intéressé à entendre ses explications ou ses justifications sur la façon dont elle avait géré notre rupture. Lorsque notre amie Sarah a appelé pour me dire que Rachel voulait parler pour tourner la page, j'ai poliment mais fermement expliqué que tourner la page était quelque chose que je devrais créer pour moi-même plutôt que quelque chose qu'elle pourrait fournir après que les dommages aient déjà été causés à ma capacité à faire confiance et à planifier des avenirs partagés. La décision de couper toute communication n'a pas été prise par colère, mais en reconnaissant que rester connecté à quelqu'un qui avait passé des mois à mener une double vie ne ferait que m'empêcher d'avancer vers ce qui viendrait ensuite. Lorsque ma superviseure, Karen, m'a approché au sujet d'une opportunité de promotion qui s'était ouverte dans le bureau de notre entreprise à San Diego, m'offrant la chance de diriger une nouvelle division de gestion de projets axée sur les initiatives d'énergie durable, j'ai accepté immédiatement sans la considération prudente habituelle que j'appliquais aux décisions de vie importantes. Le timing semblait providentiel, m'offrant non seulement une progression de carrière mais aussi une distance géographique d'une ville qui était devenue associée à l'humiliation et aux promesses rompues, plus une augmentation de salaire substantielle qui m'aiderait à reconstruire mon indépendance financière après 7 ans de dépenses partagées et de planification conjointe. Le package de relocalisation comprenait les frais de déménagement, une aide au logement temporaire et l'opportunité de construire quelque chose d'entièrement nouveau dans un endroit où je n'avais ni histoire ni attente à satisfaire, représentant exactement le genre de nouveau départ dont j'avais besoin pour redécouvrir qui j'étais en dehors du contexte d'une relation qui m'avait apparemment freiné. J'ai donné mon préavis à mon propriétaire de Boston. J'ai fait appel à des déménageurs professionnels pour s'occuper de mes affaires et j'ai acheté un billet d'avion aller simple pour la Californie avec la même efficacité que j'avais appliquée aux échéances de projet, traitant mon évasion géographique comme un autre défi logistique à résoudre par une planification et une exécution appropriée. Mitchell m'a organisé une fête de départ qui ressemblait plus à une célébration de libération qu'à un adieu, entouré d'amis qui attendaient apparemment depuis des années que je réalise que Rachel m'avait progressivement isolé des activités sociales et des intérêts personnels qui ne correspondaient pas à sa vision de notre avenir en couple. Alors que je montais à bord de l'avion pour San Diego avec tout ce que je possédais réduit à 3 valises et un sac d'ordinateur portable, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années, l'excitation des possibilités inconnues et la liberté de prendre des décisions basées entièrement sur mes propres préférences et ambitions plutôt que de faire des compromis avec quelqu'un qui était mentalement déconnecté de notre relation depuis des mois. En regardant par le hublot de l'avion alors que Boston disparaissait sous les nuages, j'ai réalisé que Rachel m'avait en fait rendu service en me forçant à affronter la réalité que je m'étais contenté de quelqu'un qui me voyait comme une solution de rechange plutôt qu'une destination, et que sa trahison m'avait libéré pour découvrir ce que je pouvais accomplir quand j'arrêtais d'essayer de construire un avenir avec quelqu'un qui ne voulait pas être là. À San Diego, je me suis plongé dans mon nouveau rôle avec une intensité qui m'a surpris moi-même, dirigeant une équipe de 15 ingénieurs et analystes dans le développement de systèmes de gestion de projets pour des installations d'énergie renouvelable à travers la Californie. Un travail qui me semblait significatif d'une manière que mon poste à Boston n'avait jamais eu, malgré les heures plus longues et la plus grande responsabilité. L'horaire exigeant est devenu une bénédiction plutôt qu'un fardeau, gardant mon esprit occupé par des défis techniques et une planification stratégique, pendant que ma vie personnelle se reconstruisait lentement autour d'activités que je n'avais jamais eu le temps d'explorer pendant ces temps d'obligations relationnelles et de compromis. J'ai commencé à prendre des leçons de surf les samedis matins à la Jolla Cove, quelque chose qui m'avait toujours intrigué mais que je n'avais jamais poursuivi parce que Rachel considérait les activités de plage comme ennuyeuses et peu pratiques. Et j'ai découvert que j'avais une aptitude naturelle pour lire les vagues et garder l'équilibre qui m'a donné une confiance que j'avais oublié de posséder. Les ateliers de photographie de week-end dans les paysages désertiques autour de San Diego sont devenus un autre exutoire, m'apprenant à voir la beauté dans la solitude et les vastes espaces vides qui semblaient être des métaphores parfaites pour la liberté que j'avais acquise en perdant ce que je pensais être tout ce qui était important. Mon téléphone a commencé à vibrer avec des messages de numéros inconnus au début d'octobre, et j'ai réalisé que Rachel avait essayé de me joindre par diverses méthodes de communication après avoir découvert que j'avais bloqué ses canaux principaux, sa persistance suggérant que ce qu'elle avait trouvé avec Trevor n'avait pas apporté la satisfaction qu'elle attendait lorsqu'elle avait fait son départ calculé. Le premier message est arrivé via LinkedIn, déguisé en tentative de réseautage professionnel mais clairement personnel quand elle a mentionné espérer que je m'installais bien dans mon nouveau poste et a demandé si je pourrais être intéressé à prendre un café la prochaine fois que je visiterai Boston. Je l'ai supprimé sans répondre, reconnaissant le ton de quelqu'un qui tâtait le terrain pour voir si je maintiendrais mes limites ou si suffisamment de temps s'était écoulé pour me rendre réceptif à un contact et à une explication renouvelée. Quand Mitchell a appelé pour me dire que Rachel avait demandé mes nouvelles coordonnées à des amis communs, prétendant qu'elle avait besoin de tourner la page et qu'elle voulait s'excuser pour la façon dont elle avait géré les choses,
J'ai seulement ressenti une légère curiosité quant à ses motivations plutôt que la colère ou la peine que j'aurais pu ressentir des mois plus tôt. Il a mentionné qu'elle et Trevor avaient rompu après qu'il ait apparemment fréquenté plusieurs femmes simultanément tout au long de leur relation, la traitant de la même manière qu'elle m'avait traité mais avec encore moins de considération pour ses sentiments ou sa dignité. Selon Mitchell, Rachel avait quitté son emploi en marketing pour passer plus de temps avec Trevor, s'attendant à ce que leur relation progresse rapidement vers le mariage et la sécurité financière, pour découvrir qu'il ne l'avait jamais considéré comme plus qu'un divertissement temporaire pendant qu'il explorait d'autres options. L'ironie ne m'a pas échappé qu'elle ait quitté quelqu'un qui s'était engagé à construire un avenir ensemble pour quelqu'un qui n'avait jamais eu l'intention de construire quoi que ce soit de durable avec elle, mais je me suis trouvé étonnamment indifférent à son malheur plutôt que revanchard ou satisfait. Mitchell semblait déçu de mon manque de réaction émotionnelle, s'attendant apparemment à ce que je me réjouisse de son karma ou que j'exprime de la sympathie pour sa situation. Mais j'ai expliqué que mon investissement émotionnel dans la vie de Rachel s'était complètement évaporé en même temps que ma confiance en son jugement et son caractère. J'avais commencé à fréquenter Amanda, une biologiste marine que j'avais rencontrée lors d'un programme de nettoyage de plage bénévole le week-end à Torrey Pines, et notre relation se développait avec l'aisance naturelle de deux personnes qui appréciaient sincèrement la compagnie de l'autre plutôt que la négociation et le compromis prudent qui avaient caractérisé mes années avec Rachel. Amanda apportait une curiosité intellectuelle et un enthousiasme sincère à nos conversations sur la conservation de l'environnement, mes projets de travail et nos aventures en plein air partagées, me faisant réaliser combien d'énergie j'avais gaspillé à essayer d'intéresser quelqu'un à des sujets qu'elle trouvait ennuyeux ou sans pertinence pour ses ambitions personnelles. Avec Amanda, j'ai découvert ce que c'était que d'être avec quelqu'un qui posait des questions sur ma journée parce qu'elle voulait vraiment connaître les réponses plutôt que quelqu'un qui écoutait poliment tout en planifiant mentalement sa prochaine publication sur les réseaux sociaux ou son expédition de magasinage. Les tentatives de Rachel pour renouer le contact sont devenues de plus en plus désespérées à mesure que l'automne laissait place à l'hiver, passant de messages de réseautage professionnel à faire en sorte que sa mère, Patricia, m'appelle directement avec des histoires élaborées sur la dépression nerveuse de Rachel et son profond regret sur la façon dont elle avait mis fin à notre relation. L'appel téléphonique de Patricia est arrivé un mardi soir alors que je cuisinais le dîner avec Amanda, et j'ai écouté poliment pendant qu'elle expliquait que Rachel pleurait tous les jours, ne mangeait pas correctement et continuait à dire qu'elle avait fait la plus grande erreur de sa vie en choisissant l'excitation plutôt que l'amour et le partenariat authentique. J'ai remercié Patricia pour son inquiétude, mais j'ai expliqué que l'état émotionnel de Rachel n'était plus ma responsabilité et que guérir de notre rupture nécessitait de maintenir les limites que j'avais établies plutôt que de rouvrir des canaux de communication qui ne feraient que compliquer nos deux tentatives pour avancer. Sa meilleure amie, Jessica, a suivi une semaine plus tard avec une approche plus agressive, m'appelant égoïste et têtu pour avoir refusé de donner à Rachel la conclusion dont elle avait besoin pour traiter sa culpabilité et son regret sur la façon dont elle avait géré notre relation de 7 ans. Jessica a insisté sur le fait que la réponse mature serait de rencontrer Rachel pour un café et d'écouter ses excuses, mais j'ai expliqué que la maturité signifiait parfois accepter que certaines conversations ne changeraient rien et ne fourniraient qu'un faux espoir de réconciliation qui n'allait pas se produire. Ma relation avec Amanda s'était développée naturellement autour d'intérêts communs pour la conservation de l'environnement et les aventures en plein air, passant les week-ends à faire de la randonnée à Torrey Pines ou à faire du bénévolat pour des projets de restauration de plage qui nous donnaient un travail significatif à faire ensemble plutôt que juste du divertissement à consommer. Elle apportait une véritable curiosité intellectuelle à nos discussions sur la politique des énergies renouvelables et la préservation des écosystèmes marins, me faisant réaliser à quel point il m'avait manqué d'avoir une partenaire intéressée par les idées et les causes au-delà de l'avancement personnel et du statut social. Quand Rachel a apparemment engagé un détective privé ou utilisé des recherches sur les réseaux sociaux pour découvrir ma relation avec Amanda, elle a envoyé une série de longs courriels qui alternaient entre des excuses pleines d'autodérision et des accusations colériques selon lesquelles je ne m'étais jamais vraiment battu pour notre relation ou que je ne lui avais pas donné le temps nécessaire pour surmonter sa confusion sur ce qu'elle voulait de la vie. Les courriels révélaient un niveau de désespoir et de sentiment de droit qui me rendait reconnaissant de la distance que j'avais créée, particulièrement quand elle suggérait que ma transition rapide vers une nouvelle relation prouvait que je ne l'avais jamais vraiment aimée comme elle s'était convaincue que je l'avais fait pendant les années où nous étions ensemble. J'ai de nouveau changé mon numéro de téléphone et mon adresse électronique. Cette fois, en utilisant un service qui ne transmettrait que les messages de contact préapprouvés, créant ainsi une barrière numérique efficace qui empêcherait toute nouvelle tentative de communication tout en permettant à mes relations professionnelles et personnelles de se poursuivre sans interruption. Amanda ne m'a jamais demandé de couper le contact avec Rachel parce qu'elle me faisait confiance pour gérer la situation de manière appropriée, démontrant le genre de confiance assurée qui, je l'ai réalisé,
avait manqué à ma relation avec quelqu'un qui avait constamment besoin d'être rassuré sur mon engagement tout en planifiant simultanément sa stratégie de sortie. Notre relation s'est approfondie à travers des expériences partagées plutôt que des déclarations dramatiques, construisant la confiance par des actions cohérentes et des valeurs compatibles plutôt que l'intensité émotionnelle et la négociation constante qui avaient caractérisé mes années avec Rachel. Quand Amanda a suggéré que nous fassions un voyage d'un week-end au parc national de Joshua Tree pour son anniversaire, je me suis retrouvé excité par le processus de planification plutôt qu'anxieux de savoir si mes efforts seraient appréciés ou critiqués pour être trop prévisibles ou insuffisamment spontanés. Le contraste entre planifier des aventures avec quelqu'un qui appréciait la prévenance et quelqu'un qui interprétait la planification comme une preuve de prévisibilité ennuyeuse m'a fait comprendre combien d'énergie émotionnelle j'avais gaspillé à essayer de satisfaire quelqu'un qui considérait mes forces comme des limitations. En décembre, j'ai réalisé que j'avais complètement cessé de penser à Rachel, sauf lorsque ses tentatives de communication la ramenaient de force dans ma conscience. Et même alors, mon émotion principale était l'agacement face à l'interruption plutôt que tout attachement résiduel ou toute préoccupation pour son bien-être. 3 ans après la rupture, je suis retourné à Boston pour la célébration du mariage de mon ami d'université, David, à l'Arbor Hotel, amenant Amanda comme ma cavalière et annonçant fièrement nos fiançailles récentes au cercle d'amis qui avaient vu ma relation avec Rachel s'effondrer et m'avaient soutenu pendant la transition difficile vers la vie de célibataire. Le mariage était tout ce dont David et sa fiancée Sarah avaient rêvé. Intime et élégant avec une vue imprenable sur le port de Boston, et je me sentais sincèrement heureux de célébrer leur engagement tout en portant la bague de fiançailles qu'Amanda avait choisie après que je l'ai demandé en mariage lors d'une randonnée au lever du soleil dans les montagnes de Santa Monica 6 mois plus tôt. Nos fiançailles avaient été tout ce que ma demande en mariage prévue à Rachel n'était jamais devenue, organique et mutuelle plutôt qu'une surprise calculée conçue pour garantir l'engagement de quelqu'un. Et le oui enthousiaste d'Amanda avait confirmé ce que nous savions tous les deux déjà sur notre désir de construire une vie ensemble basée sur des valeurs partagées et une véritable compatibilité. Je me tenais sur la terrasse du lieu de réception surplombant le port, profitant de l'air frais du soir et discutant de la recherche d'Amanda sur la restauration des récifs coralliens avec le cousin de David qui travaillait dans la politique environnementale quand j'ai aperçu une silhouette familière s'approcher à travers l'espace de réception bondé. Rachel est apparue de manière inattendue à la réception du mariage, ayant apparemment appris l'événement par les mêmes relations mutuelles qui avaient autrefois fait se chevaucher nos cercles sociaux. Et je l'ai regardé naviguer dans la foule avec la concentration déterminée de quelqu'un qui avait planifié cette rencontre pendant des mois. Elle avait l'air différente de ce dont je me souvenais, plus mince et plus soigneusement apprêtée d'une manière qui suggérait qu'elle s'était préparée pour ce moment, portant une robe probablement trop formelle pour l'occasion et un maquillage qui ne pouvait pas tout à fait cacher les rides de stress autour de ses yeux qui n'étaient pas là pendant nos années de relation. Quand elle s'est approchée de moi pendant un moment calme sur la terrasse du lieu, je l'ai senti, Amanda se tendre légèrement à côté de moi avant de s'excuser pour aller chercher des boissons, démontrant le genre d'intelligence émotionnelle et de sécurité qui lui permettait de me donner de l'espace pour gérer la situation sans créer de drame ni exiger d'explications. Les premiers mots de Rachel étaient soigneusement répétés, me complimentant sur mon apparence et mentionnant à quel point elle était fière de ma réussite professionnelle d'après ce qu'elle avait entendu par des amis communs, préparant le terrain pour ce qui allait clairement être une conversation plus sérieuse sur notre relation passée et ses regrets actuels. Elle a lancé un plaidoyer émotionnel pour la réconciliation qui a révélé des mois de préparation et de répétition, affirmant que me perdre lui avait appris la valeur d'un partenariat authentique par rapport à une excitation superficielle et me suppliant de considérer que notre histoire de 7 ans ensemble méritait une autre chance plutôt que d'être définitivement rejetée à cause d'une erreur qu'elle avait commise pendant une période de confusion. Sa voix portait le désespoir de quelqu'un qui avait passé 3 ans à découvrir que l'excitation n'était pas durable et que la sécurité financière sans connexion émotionnelle la laissait vide et insatisfaite des choix qu'elle avait faits à la poursuite d'un style de vie qui s'est avéré moins épanouissant que la stabilité qu'elle avait abandonnée. Elle a insisté sur le fait que Trevor avait été un égarement temporaire provoqué par la peur de s'installer trop jeune et que me voir construire une nouvelle vie réussie lui avait fait réaliser que je représentais tout ce qu'elle voulait réellement d'un partenaire plutôt que tout ce qu'elle s'était convaincue qui l'empêchait d'atteindre son potentiel. La conversation semblait surréaliste, comme si on me demandait d'auditionner pour un rôle que j'avais déjà joué et trouvé insatisfaisant, particulièrement quand elle a mentionné des détails spécifiques sur ma promotion et ma relation avec Amanda qui suggéraient qu'elle avait surveillé ma vie à travers les médias sociaux et des connaissances mutuelles pendant les 3 années entières où nous avions été séparés. Je l'ai écouté terminer son discours préparé avant d'expliquer calmement que le pardon n'équivalait pas à la réconciliation et qu'Amanda représentait le genre de partenariat bâti sur le respect mutuel et des valeurs partagées plutôt que sur la commodité et la familiarité qui avaient caractérisé une grande partie de notre relation de 7 ans, même avant l'arrivée de Trevor. Quand j'ai mentionné qu'Amanda et moi étions fiancés, le sang-froid de Rachel s'est finalement fissuré.
et j'ai regardé son visage traiter la réalité que j'avais complètement dépassé notre relation plutôt que de rester disponible comme une option de secours vers laquelle elle pourrait revenir lorsque ses autres choix se révéleraient insatisfaisants. À travers les baies vitrées de la terrasse, elle pouvait voir Amanda rire avec la famille de David, clairement à l'aise et intégrée dans ma vie actuelle de manière qui démontrait que ce n'était pas une relation de rebond mais un véritable partenariat qui avait remplacé ce que Rachel et moi avions construit ensemble. J'ai réfléchi à la façon dont la véritable conclusion n'était pas venue d'une confrontation dramatique avec Rachel, mais du processus graduel de construction d'une vie qui correspondait à mes valeurs et aspirations réelles plutôt que de compromettre ses principes pour accommoder les attentes de quelqu'un d'autre et ses définitions constamment changeantes de ce qui constituait une relation acceptable. La conversation sur la terrasse avait confirmé ce que je soupçonnais depuis des mois. Que les tentatives désespérées de Rachel de renouer n'étaient pas motivées par un amour ou un regret sincère, mais par la reconnaissance qu'elle avait échangé la substance contre une excitation superficielle et qu'elle faisait maintenant face aux conséquences à long terme de la priorisation du statut et de l'aventure sur la compatibilité et l'engagement partagé à construire quelque chose de durable ensemble. Son désespoir actuel provenait de la réalisation que Trevor avait représenté tout ce qu'elle pensait vouloir mais rien de ce dont elle avait réellement besoin, la laissant déstabiliser émotionnellement et financièrement, alors que j'avais avancé vers une relation qui offrait à la fois l'excitation et la sécurité par le biais d'un véritable partenariat plutôt que par la performance et la négociation. J'ai reconnu que l'affirmation de Rachel sur les années perdues révélait sa mécompréhension fondamentale des relations comme des transactions plutôt que des partenariats, considérant nos 7 années ensemble comme un investissement qui aurait dû garantir des rendements spécifiques plutôt qu'une expérience partagée qui avait de la valeur indépendamment de son issue finale. Le fait qu'elle ait passé 3 ans à surveiller mes progrès à travers les médias sociaux et des amis communs suggérait qu'elle n'avait jamais vraiment tourné la page de notre relation, mais qu'elle avait attendu que j'échoue ou que ses autres options se révèlent insatisfaisantes avant de tenter de récupérer ce qu'elle avait volontairement abandonné. Quand j'ai rejoint Amanda à l'intérieur de la salle de réception, elle m'a immédiatement demandé si j'allais bien et si j'avais besoin de parler de la conversation, démontrant le genre de soutien sur qui rendait les situations difficiles gérables plutôt que écrasantes ou menaçantes pour la stabilité de notre relation. J'ai expliqué ce qui s'était passé sans minimiser le désespoir de Rachel ni dramatiser ma propre réponse émotionnelle. Et Amanda a écouté avec le genre de compréhension empathique qui lui permettait de me soutenir sans faire de la situation une question de sa propre insécurité ou de son besoin d'être rassurée sur mon engagement envers notre avenir commun. L'histoire s'est conclue avec Amanda et moi planifiant notre mariage en Californie pour le printemps suivant, entouré d'amis qui célébraient notre connexion authentique plutôt que de se demander si nous nous contentions de la commodité ou si nous faisions des compromis qui mèneraient finalement à l'insatisfaction et à la trahison. Nous avions choisi un lieu à la Jolla surplombant l'océan où nous nous étions rencontrés pour la première fois lors de ce projet de nettoyage de plage bénévole, symbolisant comment notre relation avait grandi à partir de valeurs et d'activités partagées plutôt que d'attirance physique ou de pression sociale pour se mettre en couple pour des raisons pratiques. Ma dernière réflexion portait sur la distinction entre les personnes qui partent parce qu'elles veulent quelque chose de vraiment différent et celles qui partent parce qu'elles veulent se sentir différentes à propos d'elles-mêmes, et comment mon bonheur venait maintenant du choix de quelqu'un qui appréciait la personne que j'étais réellement plutôt que quelqu'un qui me voyait comme un projet à améliorer ou un tremplin vers quelque chose de mieux. J'ai compris que Rachel avait servi de leçon importante sur la reconnaissance du moment où quelqu'un vous considère comme une solution de rechange plutôt qu'une destination, et que son retour avait en fait été un cadeau qui confirmait que j'avais fait les bons choix en privilégiant un partenariat authentique plutôt qu'un confort familier. Le processus de planification du mariage avec Amanda était joyeux plutôt que stressant parce que nous étions tous les deux engagés à créer un événement qui reflétait nos valeurs et incluait les personnes qui avaient soutenu notre relation plutôt que de jouer le bonheur pour les médias sociaux ou d'essayer de prouver quelque chose à des personnes qui doutaient de notre compatibilité depuis le début. En y repensant, je pouvais voir que la trahison de Rachel avait été le catalyseur dont j'avais eu besoin pour découvrir ce que je voulais réellement de la vie et des relations, me forçant à développer la confiance nécessaire pour poursuivre une connexion authentique plutôt que de me contenter de quelqu'un qui avait clairement montré par ses paroles et ses actions que je n'étais pas suffisant pour satisfaire ses ambitions ou ses rêves.